Schreur. Pardon, merci Madame la Présidente. Voilà un dossier de toute première importance, sans doute un des 2 ou 3 ou 4 plus importants de la mandature. Et je pense que ça aurait tout à fait mérité qu'on fasse un conseil spécial sur le sujet pour vraiment rentrer dans le détail des projets. Ne le faisant pas, je vais essayer de limiter mon intervention à des proportions plus raisonnables. D'abord, essayez. Donc, d'abord, j'ai envie de vous dire bravo. Avant toute chose, même si j'ai beaucoup de remarques et beaucoup de choses que j'ai envie de dire sur le dossier, mais avant toute chose, il importe de dire bravo. Ce document témoigne d'une évolution très importante de la doctrine de la ville, du collège, et c'est une évolution dans un sens qui nous convient. C'est une évolution, j'ai envie de dire, copernicienne par rapport à ce qui se faisait encore il y a une dizaine d'années dans la façon de concevoir la structuration de la ville. C'est une vision de long terme. Contrairement à ma collègue du PTB, je pense que cette vision de long terme est indispensable. Elle est complémentaire à d'autres démarches qui ne sont peut-être pas suffisantes par ailleurs, et je rejoins tout à fait les remarques relatives à la nécessité d'avancer sur le logement, mais nous avons besoin d'une vision de long terme, et j'ai envie de dire que c'est vraiment ce qui a manqué dans l'urbanisme des 50 ou 60 ou 70 dernières années à Liège, c'est cette vision de long terme. Beaucoup trop souvent, on est allé sur des projets qui en fait n'étaient pas réellement réfléchis. Ici, il y a une réflexion en amont qui est discutable, qui a le mérite de poser une orientation et par conséquent de permettre la discussion. C'est déjà énorme. C'est un travail très important qui reflète à bien des égards la sensibilité, qui évolue elle aussi de nos services. Et je salue ici le service de l'urbanisme qui a, je pense, qui n'a pas ménagé ses efforts pour mener à bien ce dossier. Il y a manifestement des centaines et des centaines et des centaines d'heures de travail dans ce document, et ça mérite d'être souligné, aussi bien du côté du collège que du côté de l'administration, que du côté des bureaux. Et alors ces bureaux, personnellement, je trouve qu'ils ont été bien choisis, que c'était une bonne démarche de choisir 3 bureaux différents, c'est-à-dire de se donner la possibilité d'avoir 3 éclairages différents sur un enjeu aussi important que celui-là, même si effectivement, comme l'a dit Monsieur le bourgmestre, le Covid a compromis la démarche, et je pense qu'on peut regretter que les 2 bureaux étrangers n'aient pas suffisamment eu l'occasion de venir prendre la température, venir connaître la ville, et ça se reflète malheureusement dans leur travail, où c'est parfois un peu des considérations d'hélicoptère, si je puis dire. À l'inverse, le bureau Baumans de Fait, pour ne pas le citer, bureau liégeois, témoigne dans son travail d'une emprise, d'une connaissance beaucoup plus fine du terrain qui a peut-être manqué aux autres. Voilà. Dans cette félicitation, j'aimerais encore ajouter le fait que pour la première fois, on traduit, peut-être de façon encore un peu maladroite et de façon perfectible, mais on traduit quand même cette notion du stop béton, dont on sait qu'elle est absolument vitale, y compris en milieu urbain. Et donc il y a une première traduction de ce que ça peut vouloir dire. On va voir que ce stop béton n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, mais au moins allons-nous pouvoir en discuter, et discuter de façon un peu plus concrète que juste de façon théorique. Deuxième chose, le processus. Alors, le processus me laisse sur ma faim, même s'il témoigne d'une intention qui, à mon avis, était plutôt louable. La question qui est posée ici, c'est: est-il possible de construire une démocratie sur les questions spatiales ? Est-il possible de mettre en place des processus démocratiques satisfaisants sur des questions à la fois aussi complexes techniquement, mais qui peuvent aussi susciter une aussi grande diversité de réponses que les questions spatiales, qui sont par définition multidimensionnelles, dans lesquelles on peut avoir des approches très différentes, où il y a des couches de réflexion différentes qui viennent se superposer. Moi, je pense que c'est possible, dans une certaine mesure, et je pense qu'on n'y est pas suffisamment parvenu ici. On n'y est pas suffisamment parvenu parce que, d'abord, de mon point de vue, on n'est pas suffisamment parvenu à associer le grand nombre de la population à cette réflexion. Certes, c'est très difficile, mais je pense que peut-être à l'exception des tables rondes qui ont eu lieu en fin de processus autour de l'exposition, et cette exposition a été un moment peut-être un peu salvateur pour la démarche, dans tout l'amont, la fabrique urbaine, à mon sens, n'était pas représentative de la population liégeoise dans sa diversité.
Et je dois dire que moi aussi, j'ai trouvé problématique qu'on associe dans une démarche participative des gens qui n'étaient pas là en tant que citoyens, mais en tant que représentants d'intérêts financiers, puisqu'on avait des promoteurs bruxellois qui n'avaient strictement aucune légitimité à participer à un processus démocratique. Un processus démocratique, par définition, associe des citoyens. Ces promoteurs bruxellois pouvaient éventuellement discuter, mais pas dans un processus démocratique. Quand on parle de processus démocratique, on associe des citoyens et rien que des citoyens, c'est-à-dire des habitants, parce que nous défendons l'idée que la ville appartient à ses habitants. Mais surtout, pour parvenir à un processus démocratique, il ne suffit pas de consulter. Il ne suffit pas de multiplier les prises d'avis, les tables rondes, etc. Il faut à un moment donné faire émerger des clivages et arbitrer ces clivages d'une façon collective. Et ça n'a pas du tout été fait. Et ça n'est d'ailleurs pas fait ce soir parce qu'on nous donne un document qui est déjà imprimé sur papier glacé. Il est très beau. Voilà, on va sûrement l'utiliser pendant de nombreuses années. Un document comme ça, quand il arrive au conseil communal, doit pouvoir être amendable. Donc ça, je tiens vraiment à cette idée. C'est que si nous voulons qu'un document soit réellement démocratique, il doit appartenir au Conseil de pouvoir déposer des amendements sur un document comme celui-là et de soumettre ces amendements au vote. Ce n'est de toute évidence pas possible, même si je vous en proposerai quand même quelques-uns. Et alors, on se retrouve avec un document qui en fait a une certaine hybridité, comme souvent, puisque ce document est principalement le reflet du travail des services et des bureaux, avec très peu de possibilités pour les élus d'amender directement, même si on voit, et je le reconnais, qu'un grand nombre de remarques qui ont été faites dans le processus ont été digérées, intégrées, et voilà, et je dirais même que je reconnais ma patte dans certaines des propositions qui émergent, mais ce n'est pas comme ça qu'il faudrait faire uniquement. Il faut aussi pouvoir, à un moment donné, identifier des points de dissensus et les arbitrer par le débat démocratique et par le vote démocratique. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là d'évolution, mais peut-être allons-nous y parvenir. J'en viens au contenu du projet lui-même, qui me semble comporter des concepts forts et qui seront utiles. Je souligne évidemment la chaîne de parcs, qui là aussi témoigne d'une évolution majeure, et j'ai envie de dire qui envoie vers le citoyen liégeois qui s'est massivement mobilisé ces dernières années sur les questions des espaces verts un signal d'écoute, et ça je salue cet élément. Je pense que les centaines et les centaines de militants et les milliers de personnes qui ont signé des pétitions, qui ont participé à toutes sortes de démarches autour de la Chartreuse, du Riponnet, de Nalvaux, des coteaux de la Citadelle au moment où il était question de construire une bretelle routière à cet endroit-là, et j'en passe. Tous ces citoyens aujourd'hui peuvent se sentir entendus dans ce concept. Je pense que c'est très important dans un cadre démocratique que ça puisse arriver. Le cœur métropolitain me semble aussi une bonne chose. On évolue sur ce point où on parlait jusqu'à présent d'un hypercentre. Désormais, on parle d'un cœur métropolitain. Alors peut-être que le pas est un petit peu grand. Ce cœur métropolitain reflète en fait les travaux, j'ai l'impression, du PUM et du SDALG. Et il reprend un peu les concepts issus de cette mouvance-là. Et c'est une bonne chose de reconnaître cette grande zone qui va donc de Coron-Meuse à Chennai en passant par les Guillemins et le Val-Benoît. Il reconnaît son caractère central et son caractère particulièrement dense. Cependant, c'est quand même une zone qui est marquée par une certaine hétérogénéité des enjeux, des typologies d'habitat, etc., et qui appellerait, à mon avis, un peu plus de nuances. Ce cœur métropolitain, de surcroît, manque peut-être un peu de réalisation, c'est-à-dire qu'on affirme son existence, mais on ne voit pas suffisamment, à mon avis, en quoi ce cœur métropolitain se traduit dans des gestes concrets, en quoi on va faire émerger, on va défendre ce cœur métropolitain. Voilà, et donc je reste un petit peu sur ma faim sur ce point-là, en insistant aussi sur le fait que ce cœur métropolitain n'épuise pas la question d'un centre-ville, et d'un centre-ville qui, à mon avis, doit grandir, mais pas grandir de façon exponentielle, grandir en franchissant la Meuse vers la place de l'Isère, en se dirigeant vers la place Vive-Nice, en intégrant peut-être le quartier Jean-Fosse. Un centre-ville qui a vocation à grandir pour distribuer, je dirais, les fonctions de centre qui sont peut-être aujourd'hui trop concentrées, ou l'ont été en tout cas, mais voilà. Dans les concepts forts, je ne vais pas les énumérer, ça a été fait et c'est pas mon rôle, mais je pense que la mise en avant des confluences, évidemment, me satisfait particulièrement. C'est un grand atout de la ville de Liège que d'avoir sur son territoire 2 confluences et une pseudo-confluence, de surcroît avec la dérivation qui rejoint la Meuse. Ces 3 sites méritent d'être mis en valeur.
Les villes qui disposent de confluence, et un certain nombre de personnes sur les bancs de ce Conseil l'ont souligné au cours des dernières années, c'est un atout en termes urbains, en termes simplement de convergence des flux naturels. Il y a quelque chose à faire émerger, aussi bien à Chennai qu'au niveau de Venfetine. Les liaisons haut-bas. Les liaisons haut-bas sont également un concept tout à fait intéressant, un concept que j'ai eu l'occasion de défendre par le passé. Je me réjouis vraiment que cette idée soit reprise et soit affirmée. Je pense que penser la ville ne plus dessiner la ville uniquement en fonction des flux automobiles, mais aussi en fonction d'autres types de liaisons est quelque chose de très intéressant et quelque chose qui peut nous permettre d'avoir une lisibilité différente de notre espace urbain. Alors, j'en viens à des considérations peut-être un peu plus critiques. Vous affirmez 5 secteurs prioritaires, à savoir Transurbaine Nord, boulevard de l'Automobile, un grand secteur Chennai-Angleur qui n'est pas bien défini dans ses intentions, un secteur de Sclessin qui témoigne de la vision très très ambitieuse du bureau Baumans de Fait sur la possibilité de faire disparaître le quai à cet endroit-là et de reconsidérer toute la zone dans cette idée de grand parc linéaire que Arlette Baumans défend entre le Val Saint-Lambert et les étangs de la Julienne, idée très intéressante, mais disons de long terme quand même, et puis le secteur de Bressou. Alors, me semble-t-il, ces 5 secteurs prioritaires sont à la fois trop nombreux et il en manque un. 5 secteurs prioritaires, c'est trop par rapport à nos moyens. Nous n'avons pas les moyens d'assumer de front 5 secteurs prioritaires. Il faut donc hiérarchiser les priorités, et je pense qu'il faut le faire, en assumant le fait que Bressou est un secteur prioritaire passé. Les coûts sont partis à Bressou. J'ai eu l'occasion depuis 12 ans que je siège dans ce conseil d'intervenir tant et plus sur ce dossier. Je vous réclamais déjà en 2012, en 2013 un master plan pour Bressou. Le voilà seulement qui émerge maintenant plus ou moins. Il est trop tard. À Bressou, les coûts sont partis. Le dépôt du tram est fait. Le Liège Expo est en phase de s'achever. Voilà, c'est malheureusement pour moi un échec. Mais on ne va pas changer grand-chose à ça. Bressou, à mon avis, ne fait donc pas partie des secteurs prioritaires. Chennai-Angleur doit préciser ses intentions et n'est donc pas à un niveau de maturité qui le permet non plus. Quant à Sclessin, je pense qu'il faut... C'est intéressant de l'affirmer, c'est intéressant de reconnaître cette idée, mais le dossier n'est pas mûr non plus et il faut, à mon avis, plutôt garder ça pour la décennie suivante, la décennie prochaine, voire la suivante. Restent donc les 2 secteurs de la transurbaine. Tout l'axe le long du boulevard de l'Automobile entre la Beauvrie et le parc et Boliden, voire Chennai, où effectivement les enjeux sont aujourd'hui très présents et on a aujourd'hui des questions là qui se posent sur comment on va faire. Il y a de multiples dossiers qui sont sur la table et il s'agit de les qualifier, il s'agit de les mettre en cohérence. Et d'autre part, la Transurbaine Nord, jusqu'au Mont-Légia et peut-être même au-delà, où on a là aussi des dossiers majeurs qui sont aujourd'hui en train d'arriver. Madame Leschfin, vous portez la transformation du site de Fontainebleau qui en est le centre, on a le site de l'Espérance, on a la requalification de la Percée de façon générale. Et donc, de mon point de vue, il serait préférable d'affirmer cette double priorité, cette priorité sur ces 2 sites, en disant Sclessin, ça viendra plus tard, et Chennai-Angleur a besoin d'être précisé. On n'en est pas encore aujourd'hui à un projet sur cette vision-là. 5e point, ce qui manque. Pour moi, il y a 3 choses qui manquent dans ce dossier. La première concerne la façon dont on va rendre le logement accessible. Parce que je ne suis pas d'accord avec le PTB quand il dit on ne prévoit pas de logement. Si, bien sûr, le document prévoit la mutabilité, et mutabilité, ça veut bien dire quelque chose, prévoit la mutabilité d'un certain nombre de secteurs, et prévoit donc la possibilité de produire du logement de façon importante dans les sites qui nous intéressent le long des axes de transport public, c'est-à-dire exactement ce qu'il faut. Ça, bravo, c'est ça dont on avait besoin. Mais il manque une étape, c'est comment on va faire pour que ces logements soient accessibles à la population liégeoise qui aujourd'hui ne sait pas se payer des logements neufs au prix où ça coûte de le produire. Et c'est pas seulement une question de privé et de public, c'est aujourd'hui le coût de production du logement est tel que la construction de logements neufs, a fortiori sur des zones de mutation où les coûts du foncier vont être importants, où les coûts de requalification vont être importants, il faut une dimension de démonstration de la faisabilité, de l'accessibilité du logement. Et
à mon sens, ça demande des concepts qui sont aujourd'hui trop peu présents en termes de maîtrise foncière, en termes réglementaires, j'y viendrai. Deuxième chose qui manque dans ce document, c'est une vision en termes d'itinéraire structurant pour le vélo. Parce que les corridors urbains ne sont de toute évidence pas des itinéraires vélo. Ce sont des itinéraires plutôt orientés vers le piéton, vers les continuums de verdure. On parle plutôt de maillage vert ici. Mais on sait qu'on a aujourd'hui un besoin et une demande d'ailleurs sociale affirmée en matière d'itinéraires vélo et même d'itinéraires vélo de longue distance. C'est-à-dire des itinéraires vélo où on peut rouler à 25-30 km/h. Aujourd'hui, on voit beaucoup de villes dans le monde qui développent ça. Bien entendu, ce n'est pas l'objet, on n'est pas ici en train de discuter d'un PCM, on est en train de discuter d'une vision structurante du territoire, mais le caractère précisément structurant de ces itinéraires vélos, qui demandent par exemple d'exploiter les talus de chemin de fer, ou qui vont demander une insertion dans l'espace public qui arrive à l'échelle urbanistique, qu'il ne s'agit pas juste de slalomer entre deux immeubles, il s'agit bien d'avoir une vision infrastructurelle. Cette vision, à mon sens, est trop peu présente. Il y a certains endroits où elle émerge, mais il n'y a pas une vision d'ensemble de cette structuration du territoire pour le vélo. Et alors la troisième chose qui manque, et c'est une question d'actualité, on en parlera au sujet de Chirou-Croisier, c'est l'articulation entre l'université et la ville. C'est une question majeure aujourd'hui, à l'heure où nous pensons le retour de l'université vers le centre-ville, sujet qui fait, je pense, assez bien consensus, sujet dont tout le monde mesure bien à quel point il peut être un vecteur de redynamisation de notre centre-ville. Mais pour réussir ça, il ne va pas suffire d'avoir une bonne intention. Il ne va pas suffire non plus d'avoir des budgets. Il va falloir avoir un concept. Il va falloir penser la façon dont l'université peut s'articuler sur la grande échelle qui est la sienne aujourd'hui, entre le Sartillement d'un côté, le cœur urbain d'autre part, où elle est déjà distribuée aujourd'hui entre HEC, la faculté d'architecture, son siège historique, mais également d'autres implantations. Et j'ai envie de dire que le risque aujourd'hui est tout à fait réel de produire un mouvement de balancier historique exactement inverse à celui qui a amené le recteur du Buisson il y a une soixantaine d'années à choisir cette centralisation, cette hyper-centralisation au Sartillement, qui en fait a certes été une erreur historique à bien des égards, et je ne reviens pas là-dessus, mais qui répondait, et il importe de s'en souvenir, qui répondait à une logique de rationalisation d'une université qui était devenue ingérable dans une multiplicité de sites qu'elle n'arrivait plus à porter. Alors bien sûr, ça a été beaucoup trop loin, bien sûr l'université n'aurait jamais dû quitter le Val-Benoît, bien sûr, etc. Il n'empêche que si nous n'avons pas aujourd'hui une pensée de comment nous allons articuler la ville et l'université, et comment les différents sites de l'université vont s'articuler entre eux, nous courons à la reproduction des erreurs historiques. Et je pense que ce point aurait dû être central dans ce document, et il n'a pas fait partie des réflexions. Et d'ailleurs, le Sartillement, qui à mon sens est un site à enjeu tout à fait majeur, au même titre que Recours, par exemple, qu'on aurait pu retenir dans les sites prioritaires, soit dit en passant, le Sartillement n'a pas fait partie des zones étudiées. Les bureaux avaient chacun 2 sites privilégiés. Et on a étudié Recours, on a étudié le segment Basse-Meuse avec des périmètres un peu différents selon les étapes, mais qui intégraient l'île Mont-Saint, qui intégraient jusqu'à Wandre à certains moments. On a étudié tout le couloir du boulevard de l'Automobile. Le Sartillement n'a pas fait l'objet d'études approfondies. Alors certes, on retrouve dans le document un passage sur le Sartillement qui est à mon sens assez faible. Et je dois dire que j'exprime ici un certain désaccord, ou plutôt le constat d'une contradiction intrinsèque dans ce qui est proposé, puisqu'on parle à la fois d'intensification et en même temps de forêt-parc. La forêt-parc étant exactement le concept de l'étalement. Et ce qui se produit aujourd'hui au Sartillement, c'est qu'on construit des parkings en rasant des arbres. Le paysage autour du CHU est devenu un paysage de mort. C'est absolument terrible à quel point on a construit des parkings et en plus on les a mal construits. En plus on les a construits de façon vraiment extrêmement peu satisfaisante et je ne comprends pas qu'on ait donné des permis pour faire ça. Mais donc, si on veut que le Sartillement mute, il faut avoir une vision pour ce Sartillement. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. En tout cas, nous n'avons pas une vision partagée de ce que doit devenir le Sartillement. J'y reviendrai, je ne vais pas approfondir ici, mais je pense que c'est un manque sérieux. Avant de conclure, j'aimerais formuler quelques amendements quand même, en termes de petites corrections, peut-être d'éléments
voilà, qui à mon avis devrait évoluer. La première, c'est que le schéma évoque à certains endroits, alors c'est un peu incident, mais mentionne plutôt une série de gares, et on voit la réouverture de 2 gares, Place du Vinis d'une part, et une gare qui s'intitule Venlo d'autre part. Alors la gare Venlo est diplomatiquement située quelque part entre les Vennes et le Londo, de façon à ne pas trop savoir exactement où elle se trouve, sur une carte qui n'est pas trop précise pour qu'on ne sache pas trop exactement où c'est. Nous avons besoin d'un concept pour l'exploitation de la ligne 40 qui peut devenir le métro de la rive droite, entre les Guillemins et Visé, voire Maastricht. Et quand je dis nous avons besoin d'un concept, ça veut dire que nous avons besoin d'un schéma d'exploitation. Et pour avoir un schéma d'exploitation, il faut que ce soit cohérent. Et pour que ce soit cohérent, il faut un certain nombre de gares. Rouvrir une gare, vu l'exploitation actuelle, ne va faire que ralentir la liaison à Visé. Nous avons besoin de 2 choses. Nous avons besoin d'une liaison rapide entre Visé, les Guillemins et potentiellement au-delà Bruxelles, etc. Et nous avons d'autre part besoin d'une liaison qui dessert les quartiers. Et on sait que les quartiers de la rive droite sont historiquement le parent pauvre de la ville de Liège en termes de transport public. Et donc je pense que la ville doit affirmer sa volonté de réouvrir non seulement Cornillon, et ça notre conseil s'est positionné dans ce sens, et donc le moins qu'on attende, c'est que l'administration suive l'avis du conseil, puisque le conseil s'est positionné pour la réouverture de Cornillon. Cornillon doit figurer dans un document comme celui-ci, mais je pense qu'il faut aussi envisager la réouverture d'un arrêt à la Bonne-Femme, qui certes est difficile à insérer, mais qui sera extrêmement clé puisqu'il croisera l'axe de la transurbaine, d'un arrêt à Jupille, d'un arrêt à Wandre, et aussi sur la 125A, d'un arrêt au niveau du théâtre de verdure qui sera particulièrement précieux pour la desserte du Sartillement notamment. Deuxième amendement que j'aimerais formuler, elle concerne l'ajout d'une nouvelle liaison au bas entre Cointe et le Sartillement et de façon plus restreinte entre le Val-Benoît et le théâtre de verdure. Certes, c'est une liaison qui est compliquée, mais je pense que c'est une liaison qui est essentielle parce qu'elle assure la connexion entre les quartiers sud de notre ville, entre Sclessin d'une part et Chênay d'autre part, où aujourd'hui la liaison en mode doux est très compliquée. De surcroît, cette liaison permettrait de valoriser les infrastructures de transport que nous avons déjà ou que nous allons avoir, puisque notamment nous avons un arrêt de tram au niveau du Val-Benoît qui se situe vraiment pas très loin à vol d'oiseau du quartier de Quincampoix qui est quand même relativement insularisé entre la Meuse, le port autonome, les voies de chemin de fer, etc. Et donc je plaide pour la construction d'une passerelle entre Quincampoix et le Val-Benoît, de façon à donner accès aux habitants de Quincampoix au tram. Cette passerelle permettrait aussi, dans l'autre sens, de donner accès au Val-Benoît vers le pied de la côte du Sartillement et cet arrêt de train Quincampoix qui permettrait de monter vers le Sartillement. Il était question à une époque d'un téléphérique entre le Val-Benoît et le Sartillement. Je pense que c'était un peu long, mais la question était pertinente. La question de relier le Val-Benoît, qui est un pôle de développement et de développement d'entreprises qui sont en lien avec l'université, à mon avis, plaide pour l'ajout de cette liaison au bas supplémentaire Val-Benoît, Quincampoix, théâtre de verdure et plus largement Cointe, Sartillement. Troisième amendement, dans les pôles d'intensification, on retient Bois-de-Breux, qui pour moi est un pôle relativement peu affirmé, et je pense qu'il faudrait intégrer dans ce pôle de Bois-de-Breux l'hôpital des Bruyères. C'est-à-dire que c'est à l'hôpital des Bruyères, à mon avis, que doit se trouver le pôle d'intermodalité. Nous avons déjà des lignes de bus qui arrivent là. On sait que les hôpitaux publics sont un vecteur de densification, d'intensification des transports. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un problème d'accès à l'hôpital depuis la nationale. Et donc je plaide pour que le busway, parce que sur cet axe-là, le busway sera pertinent, le busway qui passe sur la nationale fasse un détour par l'hôpital, retrouve ensuite la nationale un peu plus loin. Ça implique une nouvelle infrastructure. Et je pense que voilà, c'est un détail, mais c'est un détail important. Et je pense que ça serait heureux de centraliser l'hôpital. Quatrième amendement. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle parfois du busway, parfois du tram 2, parfois des deux. Donc, ça témoigne du caractère pluriel et évolutif de ce document. Le tracé de cet axe de la transurbaine, évidemment, sera essentiel. Et le fait de passer par là ou par là, dans la plupart des cartes, d'ailleurs, on évite très prudemment de trop préciser par où on passe, mais il y a certains endroits où on le fait. Et à cet égard, j'aimerais souligner ici 3 choses. C'est qu'il est important que cet axe structurant de la transurbaine aille jusqu'à Vaux-sous-Chèvremont.
Pourquoi? Parce que Vaux-sous-Chèvremont, d'abord, c'est 6 000 habitants qui ont des besoins évidents. C'est l'accès, c'est l'ouverture de la vallée de la Vesdre. C'est un quartier en reconstruction qui a besoin d'un signal. C'est aussi la possibilité d'inclure une commune supplémentaire dans la démarche intercommunale qui est nécessaire pour aboutir sur les grands dossiers d'infrastructure. Il est souhaitable également de ne pas oublier que l'étude sur la transurbaine prévoyait une antenne vers Angleur, au minimum vers la gare d'Angleur et de préférence jusqu'à la place Andréa Jadoul. Et puis aussi, je pense que cette liaison pourrait desservir Grivnier-Bas, s'approcher de la place de la Liberté en traversant le site Boliden, qu'il pourrait structurer au passage. Ce n'est pas un détour important. Et le Grivnier-Bas est, à mon avis, un quartier qui a besoin d'avoir un meilleur accès au transport public. Et alors le dernier amendement que je souhaiterais formuler porte sur la pertinence, et certes on est ici dans une liaison intercommunale, mais de viser une liaison forte entre le site du Sartillement et le site d'Ougré-Sclessin. Et là pour le coup je pense que le téléphérique pourrait faire son retour. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un élément qui se trouve dans le master plan Vallée Ardente, au pilotage duquel se trouvait d'ailleurs déjà une certaine Arlette Baumans. Alors c'est intéressant parce que, comme ici d'ailleurs, les études sont des palimpsestes. On a dans les études des choses qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Les études, dès qu'elles font plus que 10 ou 20 pages, on voit dedans émerger certaines contradictions, certaines coquilles de lecture, certaines coquilles d'écriture, etc. Et donc dans ce master plan Vallée Ardente, on voit un téléphérique qui apparaît au début, dans les premiers schémas. Il est là, entre le Haut-Fourneau, le HFB et le site du Sartillement. Et ce téléphérique, moi je le vois comme un moyen de démocratiser l'accès à l'université pour tous les habitants de la Haute-Meuse, de la vallée de la Meuse. Et puis il disparaît. Bref, je pense que ce sujet mériterait d'être abordé. J'en viens aux conclusions qui, à mon avis, nous amènent à la question de l'opérationnalisation. Ce document... je pense, va susciter beaucoup de débats, va être utile, il va nourrir une réflexion collective. En cela, il est bon. Il est encore relativement pluriel, je le disais, et donc il appelle à un certain atterrissage, mais il appelle surtout à questionner la manière dont il pourrait être traduit dans la réalité, dont il pourra être opérationnalisé dans le court, le moyen, le long terme. Dans le court terme, je pense qu'il faut éviter de laisser passer des dossiers qui entreraient trop violemment en contradiction avec lui. Je pense que, par exemple, je ne vais pas faire un inventaire ici, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir assez souvent. Un exemple très simple, le confluent de l'Ourthe et de la Meuse est donc, comme je l'ai dit, identifié comme une priorité, comme un site à... Voilà, la nécessité corollaire à cette idée, c'est de détruire le pont Gramme, ce pont qui défigure le confluent, et repenser l'espace au bénéfice de ses usagers, de ses habitants. Pourtant, on est aujourd'hui en train d'avancer sur une version du pont de Fétine qui ne va pas du tout dans ce sens. Et donc, il va falloir assez vite identifier les points où cette vision entre en contradiction avec un certain nombre de projets qui sont sur la table, et notamment de projets qui émanent de la région wallonne, laquelle ne se sentira pas du tout tenue par ce document, je le crains, et pouvoir affirmer la volonté de la ville dans ces dossiers en disant, voilà, votre projet n'est pas compatible avec notre vision de territoire. Il vous revient donc de le faire évoluer. Dans le moyen terme, je pense qu'il y a une nécessité de réfléchir, et vous le soulignez d'ailleurs dans les conclusions du document, mais de réfléchir l'articulation de ce document avec l'arrondissement, avec les territoires connexes, et également d'agir en cohérence avec les principes qui sont édictés ici. Et je pense que notamment, ça doit se traduire dans un positionnement des représentants de la ville de Liège dans un certain nombre d'intercommunales qui ont aujourd'hui des actions qui parfois entrent en contradiction avec le document que nous approuvons aujourd'hui. Je prends un exemple très simple. L'aéroport de Liège, dont sont actionnaires des outils intercommunaux qui dépendent directement de nous, est en train de développer un pôle de bureaux gigantesque le long de l'autoroute à Grasse-Sologne, en face de l'aéroport. Voilà typiquement un projet qui est strictement contradictoire excusez-moi, avec la vision qui est défendue ici et qui appelle par conséquent une action résolue de la part des représentants de la ville de Liège, Madame Fernandez, dans les instances compétentes. Enfin, sur le long terme, et je dirais sur le plan le plus fondamental,
cet outil, ce schéma appelle des outils. Et là aussi, vous le dites, vous l'évoquez, peut-être de façon insuffisamment précise, mais nous avons besoin d'outils qui vont dépendre des niveaux de pouvoir supérieurs en termes fiscaux et réglementaires. Et je pense particulièrement ici à la reconversion des zonings commerciaux, qui constitue en fait notre principale ressource foncière. Dans un optique de zéro béton, les grandes nappes de parking vont constituer notre ressource foncière. Alors ça peut se passer par le marché. On peut avoir des projets qui naissent et ça va faire quelque chose de très très laid. C'est-à-dire qu'on va avoir les nappes qui vont rester et on va avoir des espèces d'immeubles sur pilotis qui vont venir se poser dessus pour répondre aux exigences de densification. Ça, c'est la version du marché. Moi, je crois en une vision publique, une vision planifiée, une vision de long terme. Et pour ça, il faut parvenir à imposer aux propriétaires fonciers de ces grandes nappes de parking une transformation profonde de leur espace qui passe par une planification, qui passe donc par une prise... Est-ce que je pourrais demander éventuellement que quelqu'un m'amène un verre d'eau qui passe par une planification. Et aujourd'hui, nous ne disposons pas des outils ni pour contraindre les acteurs à agir dans ce sens, ni, je pense, merci beaucoup, pour planifier les choses. Et je pense très clairement ici que nous avons besoin d'une fiscalité progressive dans le long terme qui soit dissuasive de la sous-occupation foncière par le secteur commercial. Nous avons également besoin d'un outil de maîtrise foncière publique. C'est aujourd'hui un besoin vital. Nous avons besoin de disposer d'une maîtrise foncière qui nous permettra à la fois de capter la plus-value générée par nos investissements. Il n'est pas normal que quand on réalise des investissements, a fortiori dans des zones en développement, ce soit le privé qui tire uniquement les marrons du feu. Il faut que nous puissions financer une partie de nos infrastructures par le bénéfice engendré par la présence de ces infrastructures. Mais il faut aussi que nous puissions planifier le développement autour de ces infrastructures. Et je pense par exemple qu'un site comme le zoning cuivre et zinc le long du boulevard de l'automobile mériterait d'être sous maîtrise foncière publique pour être qualifié dans l'optique telle que définie dans le schéma ici. À mon sens, ce serait une bonne façon d'utiliser le produit de la vente de vous que de l'investir dans cet outil de maîtrise foncière. Parce que, d'une part, c'est une opération qui sera potentiellement profitable dans le long terme. Investir dans un outil de maîtrise foncière va générer des retours et donc est une activité, je dirais, productive sur le plan économique. Mais surtout, ça nous donnera la capacité, et on le voit dans tous les exemples internationaux, d'orienter de façon qualitative et exigeante les sites de développement. Et enfin, et je terminerai là-dessus, je pense que nous avons besoin d'une agence d'urbanisme métropolitaine. Pourquoi métropolitaine? Parce que c'est à cette échelle que ça se passe. Nous avons besoin d'un outil qui soit porteur de la vision territoriale que nous défendons. Et je pense à cet égard qu'il y a peut-être une confusion avec le rôle du bouwmeester. Un bouwmeester a pour fonction, en tout cas historiquement et dans ses déclinaisons originelles, que ce soit aux Pays-Bas, en Flandre ou à Bruxelles, un bouwmeester a pour fonction d'améliorer le processus de la commande publique. Ce n'est pas tout à fait ce dont on parle ici. Ce dont on parle ici, c'est une notion de pilotage territorial. Qui, bien entendu, ne se substitue pas à la volonté démocratique telle que exprimée par les communes et demain par une métropole. Mais nous avons besoin de cet outil et nous avons besoin de le doter des compétences, des ressources nécessaires. Voilà. Je termine donc en vous remerciant pour ce processus qui, à mon sens, appelle effectivement une suite. Et je suis d'accord avec vous, Madame Hierna, quand vous dites que ce projet va surtout servir aux suivants. Voilà, j'espère que les suivants sauront en faire un bon usage. Merci. Eh bien, je vous remercie d'avoir essayé